Salut à tous et bienvenue chez Petit Blick. Les Mille et Une Nuits est un recueil de contes populaires d'origine perse, indienne ou arabe. Il y a une trame principale qui est le cadre des autres récits qui sont contés dans ce recueil. En effet, ce récit raconte l'histoire du sultan Shahryar qui s'étant fait tromper par sa femme, décide d'épouser chaque nuit une femme qu'il fait exécuter le lendemain. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il ne reste plus beaucoup de femmes aux alentours. Afin de remédier à ça, Scheherazade, la fille du vizir, se dévoue pour être la prochaine femme à épouser le sultan. Elle réfléchit alors à un stratagème qui consiste à raconter au sultan des contes, parfois entrecoupés eux-mêmes d'autres histoires, et qu'elle arrête toujours au moment opportun à l'aube pour donner envie au sultan de connaître la suite et donc d'épargner Scheherazade. En fait, c'est elle qui a inventé le cliffhanger. Et ce petit manège va durer 1001 nuits, d'où le nom du recueil, au bout desquelles le sultan va finalement renoncer à sa folie meurtrière. Et donc, comme vous l'avez sûrement compris, les différents contes du recueil sont les histoires racontées par notre chère Scheherazade. Eh mes petits blics, pourquoi tu nous parles de ça? Nous on a cliqué sur une vidéo qui parle de Maggie, pas les Mille et Une Nuits. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le manga d'aujourd'hui, Maggie de Labyrinth of Magic, s'inspire librement des Mille et Une Nuits. On retrouve en effet beaucoup de personnages des contes des Mille et Une Nuits, en commençant par Scheherazade elle-même et en passant par des noms très connus comme Aladdin, Ali Baba ou encore Sinbad. Je vais pas m'attarder sur les inspirations provenant des Mille et Une Nuits car je pense que ça ferait une super vidéo de Blickception. Or ici on est dans Blick critique, donc on va se concentrer sur la critique du manga. Maggie de Labyrinth of Magic raconte l'histoire d'Aladin, un jeune voyageur doté d'une flûte enchantée lui permettant d'appeler son djinn et ami Hugo et d'un turban magique lui servant de tapis volant. Il est à la recherche d'autres écrins enchantés qui pourraient appeler d'autres djinns. C'est alors qu'il fait la rencontre d'Ali Baba, un cocher cupide qui lui apprend que de tels objets peuvent être trouvés au fond des labyrinthes. Ce sont des bâtiments d'origine inconnue qui sont apparus il y a quelques années et qui abritent beaucoup de trésors et qui sont donc convoités par beaucoup de personnes. Ils vont donc se lancer conjointement dans la conquête d'un labyrinthe qui est autant truffé de monstres et de pièges que de trésors. Et surtout, le labyrinthe abrite les vestiges d'une cité bâtie par une ancienne civilisation et ils vont ensuite trouver la salle au trésor. En y regardant de plus près, c'est comme si ils avaient fait un donjon dans un MMORPG et ils lootent le stuff durement gagné. À la fin de l'exploration, ils se font une précieuse alliée en la personne de Morgiana, une ex-esclave issue de la tribu des Fanalis, qui sont dotés d'une force et de sens surhumains. Le trio de personnages principaux est alors au complet. Dans la salle des trésors, nos héros vont frotter un mystérieux vase qui va faire apparaître le djinn nommé Amon, qui va alors révéler qu'Aladin est un Maghi. Élément central de l'œuvre, les Maghis sont des sages faiseurs de rois et ils ont pour mission de choisir un roi, l'accompagner et le guider jusqu'à ce qu'il devienne réellement roi. Une fois nos héros sortis de là, le labyrinthe, comme tous les autres avant lui, disparaît puisqu'il a été complètement exploré. Et comme prévu, Ali Baba va découvrir que son poignard a été doté d'un étrange symbole, une étoile à 8 branches. Et qu'en fait, c'est devenu un écrin enchanté lui permettant d'appeler Amon le djinn du labyrinthe. Les djinns et les écrins enchantés sont la base du système de combat très original du manga. Les possesseurs d'écrins enchantés peuvent, en récitant une formule magique, faire appel au pouvoir magique de leur djinn et recouvrir une partie ou la totalité de son corps. On appelle ça le revêt-arme et le revêt-mage. Lorsque ces techniques sont utilisées, l'utilisateur prend l'apparence de son djinn. Ça fait le charme du manga puisque les équipements sont souvent visuellement très réussis. La magie contenue dans les reliques n'est pas infinie et il faut la recharger en la portant sur soi. Ça tombe bien, généralement les djinns choisissent des objets métalliques ayant une portée symbolique pour son porteur. Enfin, chaque possesseur d'écrin possède une magie ultime qui consomme beaucoup de magie et qui, comme son nom l'indique, est la compétence la plus puissante pour un utilisateur de reliques enchantées. C'est comme le R dans LoL quoi. En parlant de magie, le système du manga est très détaillé et bien défini. Le pouvoir magique vient des rocs, un autre élément essentiel du manga. En gros, les rocs représentent l'énergie qui contrôle les phénomènes naturels, des catastrophes naturelles à la vie lorsqu'ils sont à l'intérieur d'un être vivant. Ils représentent aussi les âmes des êtres morts qui reviennent toutes au même endroit, qu'on appelle aussi roc, et qui est donc un concentré de flux de roc. C'est bon, vous arrivez toujours à suivre ?
Semblables à des petits oiseaux, ils sont, comme je disais, la source du pouvoir magique. Chaque personne a donc des rocs en lui et donc du pouvoir magique, utilisable de façon naturelle pour les magiciens ou à l'aide d'objets enchantés pour le commun des mortels. En plus de ça, les magiciens peuvent communiquer avec les rocs et les commander à l'aide de formules magiques pour effectuer des sorts comme le Borg qui est un simple bouclier. Aladdin, en tant que Magi, est adoré des rocs. Ce n'est donc pas un magicien standard car il peut utiliser le pouvoir magique l'entourant en plus du sien, chose qui n'est pas possible pour les sorciers lambda. Il existe en tout 8 types de rocs, ce qui fait référence à l'étoile à 8 branches, symbole récurrent du manga. Chaque sorcier a une affinité envers l'un de ces types. On les retrouve donc dans les sorts et les pouvoirs magiques des djinns. La représentation sur l'étoile à 8 branches sert aussi à voir les complémentarités entre les types complémentaires étant présentés l'un face à l'autre. On a donc pour type de magie le feu, l'eau et son sous-type la glace, la lumière et son sous-type la magie de l'espace-temps, la foudre, le vent, le son, la force et son sous-type la gravité et la vie. Ensuite, un autre concept original de Magi est celui des liges. Mes petits blics, c'est quoi un liche? C'est pas ce que c'est, nous. Un liche est un vassal d'un roi choisi par un Magi, roi qui possède donc un écrin enchanté. Les liges sont les plus proches serviteurs des possesseurs d'écrins enchantés et en tant que tels, ils peuvent utiliser une partie des pouvoirs magiques du djinn de leur roi. Tout comme leur roi a besoin d'un écrin enchanté, les liges ont aussi besoin d'un objet lige pour pouvoir utiliser leur pouvoir magique. Même si ces combats bénéficient d'un système très original, Magi m'a surtout marqué pour le grand sentiment d'aventure qu'il procure. En effet, le monde de Magi est très vaste et comporte de nombreux royaumes et empires qui sont, pour la plupart, inspirés de civilisations réelles. De la Perse à la Chine impériale, en passant par l'Égypte et la Rome antique, nos héros vont rencontrer des personnages venus des 4 coins du monde et vont explorer ce riche univers auquel j'ai personnellement accroché. On va maintenant attaquer la partie avec les gros spoilers sur l'histoire, donc comme d'hab, si t'as pas lu le manga, on se retrouve à la fin de la vidéo. Je vous ai beaucoup parlé du sentiment d'aventure qu'on ressent à travers le manga. Eh bien, au fil du manga, cet aspect-là est de moins en moins marqué au profit d'une dimension plus politique, puisqu'on assistera à différents conflits. Vous imaginez bien que le pouvoir des écrins enchantés et des Magi est très convoité par les puissances mondiales. Ce qui fait que les pays possédant plusieurs écrins possèdent un atout non négligeable, causant un équilibre précaire entre les pays. Ce que j'aime bien dans ce manga, c'est qu'il y a finalement assez peu de vrais gentils et de méchants, la plupart des personnages défendant leur intérêt ou l'intérêt de leur pays, comme dans la vraie vie en fait, et qu'au final, on prend du plaisir à voir l'évolution du monde. Une autre réflexion intéressante porte sur l'unification du monde et l'assimilation des peuples. On peut le voir à travers les conquêtes de l'Empire Ko, qui uniformise son peuple à travers son territoire, mais aussi lors du nouveau monde créé par Sinbad avec sa monnaie unifiée et ses frontières inexistantes. Néanmoins, cette uniformisation, bien qu'effaçant les cultures, a aussi apporté son lot de bénéfices. Par exemple, le peuple de Balbad bénéficie d'une vie bien meilleure après la prise de contrôle par l'Empire Ko, ou alors les guerres ont totalement disparu dans le nouveau monde de Sinbad. La notion de destinée est également très importante. C'est elle qui guide les rocs, et aller contre cette destinée crée des rocs noirs et fait tomber dans la déchéance. Ceux qui ont été déchus ne peuvent retourner au même endroit que les rocs blancs lorsqu'ils meurent. Beaucoup de persos essayent d'aller contre leur destinée et subissent cette déchéance à travers le manga. Ça, c'est pour le monde actuel de Magi. Mais on découvre ensuite que dans le monde d'Almatoran, le monde d'où viennent les djinns et où les labyrinthes se déroulent, les rocs étaient noirs de base et exprimaient la volonté du dieu de ce monde nommé Ila. C'est donc lui qui décidait de la destinée de tous les êtres vivants. Le personnage de Salomon va ensuite faire en sorte de briser cette destinée, mais cela n'a pas vraiment fonctionné car les rocs sont devenus blancs et expriment désormais sa volonté plutôt que celle d'Ila. Et donc, cela apporte un regard nouveau sur la déchéance, qui n'est peut-être pas aussi mauvaise que son nom le laisse penser, puisque les rocs reprennent leur couleur originale. Et tout le dernier arc tourne aussi autour de cette thématique, puisque Sinbad veut enlever tout libre arbitre aux hommes pour qu'ils suivent sa volonté à lui, ce que refusera bien sûr Aladdin et Ali Baba. On a donc une question qui se pose. Vaut-il mieux vivre dans un monde prospère, sans conflit, mais sans avoir la liberté de penser par soi-même, ou à l'inverse, conserver son libre arbitre, mais donc pouvoir faire des erreurs et vivre dans un monde avec des défauts? Je vous laisse méditer sur cette question. D'autres sujets lourds sont également abordés dans le manga, comme l'esclavage, qui est présent dans de nombreux pays du monde de Magi.
Les peuples marginaux, comme les Fanalis ou les Koga, sont les plus ciblés pour leurs différences, un peu comme dans One Piece. L'esclave la plus notable est bien sûr le personnage principal de Morgiana, esclave au début du manga, qui est libérée par Aladdin et Alibaba, et on voit les effets néfastes de cette condition sur elle, puisqu'au début, elle est incapable de ressentir des émotions avant d'évoluer au fil de l'histoire. La discrimination entre magiciens et non-magiciens est, elle, largement abordée dans l'arc de Magnostadt. Magnostadt est l'unique pays fondé par des magiciens, fondé après la rébellion de l'Académie des magiciens du même nom contre l'ancien royaume de Mustazim. En effet, dans ce royaume, les magiciens étaient non seulement exploités par la noblesse, mais aussi persécutés par jalousie et employés comme boucliers humains lors d'une grande guerre. Les non-magiciens les voyaient donc principalement comme des outils afin d'assouvir leurs propres désirs. Ensuite, après la rébellion et la fondation de Magnostadt, les rôles se sont en quelque sorte inversés suite au ressentiment des magiciens. Désormais au pouvoir, les magiciens exercent une discrimination contre ceux qu'ils appellent Kafir en VF ou Goy en version originale. Deux termes désignant des non-croyants, Kafir pour les non-musulmans et Goy pour les non-juifs. C'est ainsi que Magnostadt possède un système de castes, où les magiciens sont bien évidemment au sommet, alors que les non-magiciens sont classés en fonction de s'ils ont des parents magiciens ou des compétences utiles comme les soldats ou les médecins. Les non-magiciens sont alors restreints dans la zone accordée à leur caste et ne peuvent pas se mélanger aux autres. La 5e et plus basse caste est même confinée au sous-sol de la cité et exploitée puisque leur pouvoir magique est peu à peu aspiré pour approvisionner les objets magiques utilisés dans la cité. On voit donc qu'il n'y a ni bon ni méchant et qu'au final, une discrimination peut être créée d'un côté comme de l'autre. Il existe un spin-off de Magi, Sinbad no Boken, lui aussi adapté en animé qui ne va pas jusqu'au bout, centré sur l'histoire de Sinbad, un personnage majeur du manga. Il est bien entendu inspiré de Sinbad le marin, personnage mythique des 1001 nuits. On en apprend plus sur son enfance et ses aventures jusqu'à ce qu'il devienne le personnage qu'il est dans Magi. Ce spin-off est aussi bon que le manga original, voire par moments plus intéressant, car il y a un sentiment d'aventure et de progression du personnage encore plus fort que dans Magi. Malheureusement, le spin-off n'est jamais sorti chez nous et ne sortira probablement jamais. Même si je ne perds pas espoir, car les scans sont assez difficiles à trouver et j'ai eu du mal à lire la fin. Magi, de par son riche univers, ses mécanismes originaux de combat et ses personnages au design réussi, propose une histoire passionnante, bien qu'un peu longuée par moments. Il faut en effet réussir à bien garder en tête tout ce qu'il se passe et comment les djinns, la magie, les écrins enchantés, tout ça fonctionne pour apprécier pleinement le manga. D'ailleurs, son univers avec ses sorts, ses labyrinthes semblables à des donjons et ce vaste monde en aurait fait un très bon MMORPG, très déçu d'ailleurs que personne n'a jamais développé ça. Étant un ancien joueur de MMO, c'est peut-être cet aspect-là qui fait que c'est un de mes mangas préférés. Si tu veux devenir un de mes liges, pouvoir utiliser mon djinn, le bouton j'aime, il suffit de t'abonner.